Par conséquent, il ne fait absolument aucun doute que Milan Martić savait que les non-serbes étaient chassés de la région et que leur départ était dû au climat coercitif et aux actes répandus de violence et d'intimidation dont ils étaient victimes dans la SAO de Krajina et en RSK. Cependant, alors qu'un grand nombre de preuves ont été présentées concernant les crimes commis sur l'ensemble du territoire de la SAO de Krajina et de la RSK, peu l'ont été concernant les situations où Milan Martić est intervenu pour punir les membres du MUP qui s'étaient livrés à des actes criminels. Partant, la Chambre de première instance ne peut que conclure que Milan Martić s'est délibérément abstenu de sanctionner les auteurs de ces crimes. La Chambre de première instance juge donc que Milan Martić avait l'intention de déplacer par la force la population croate et le reste de la population non serbe hors du territoire de la SAO de Krajina et de la RSK, et qu'il avait œuvré activement à la réalisation du but commun de l'entreprise criminelle commune, qui était de créer un État serbe unifié, en chassant par la force la population croate et le reste de la population non serbe. La Chambre de première instance estime que les crimes perpétrés à l'encontre de la population non serbe, à l'exception des expulsions et des transferts forcés, débordaient le cadre du but commun assigné à l'entreprise criminelle commune. La Chambre de première instance rappelle néanmoins que Milan Martić savait que la population non serbe était l'objet de crimes systématiques commis sur une grande échelle, y compris des meurtres, des détentions illégales, des sévices corporels infligés en détention et des atteintes portées contre les biens, et ce, en raison du climat coercitif qui régnait dans la SAO de Krajina et en RSK. La Chambre de première instance considère que ce climat a été instauré et nourri par les actions de Milan Martić et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, et conclut que ce dernier pouvait donc prévoir que les crimes reprochés seraient commis. En outre, les preuves produites ne font guère état des mesures prises par Milan Martić pour empêcher que les crimes reprochés ne soient commis ou pour en punir les auteurs. En réalité, malgré les preuves accablantes de l'ampleur et de la gravité des crimes commis contre la population non serbe, Milan Martić a continué à œuvrer à la réalisation du but commun de l'entreprise criminelle commune. Aussi, la Chambre de première instance estime-t-elle qu'il a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Milan Martić a délibérément pris le risque que les crimes dont il a été établi qu'ils débordaient le cadre du but commun soient commis contre la population non serbe. La Chambre de première instance juge donc que la responsabilité pénale individuelle de Milan Martić est engagée, en application de l'article 7.1 du statut, pour les crimes rapportés au chef 3 à 14 et ceux rapportés au chef 1, persécution. Nous allons maintenant examiner les attaques menées contre Zagreb les 2 et 3 mai 1995, dont Milan Martić devait répondre au chef 15 à 19. À l'aube du 1er mai 1995, les forces armées de la Croatie ont lancé une offensive militaire connue sous le nom d'opération Éclair contre la RSK en Slavonie occidentale. Des pourparlers ont été menés pendant l'opération en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit.
Des accords ont été conclus le 3 mai 1995. À l'issue de l'opération Éclair, qui s'est achevée vers le 4 mai 1995, la RSK avait perdu le contrôle de la Slavonie occidentale, ce qui a provoqué le départ de nombreux Serbes. Le 1er mai 1995, à 13 h, Milan Čeleketic, chef de l'état-major principal de l'armée de la RSK, a ordonné des tirs d'artillerie contre la ville de Sisak, près de Zagreb. L'ordre a été donné en présence de Milan Martić, devenu président de la RSK, et qui était, à ce titre, conformément à la Constitution, à la tête des forces armées en temps de paix comme en temps de guerre. À 17 h, l'artillerie ouvrait le feu. Le même jour, Milan Čeleketic a ordonné à l'unité de lance-roquettes Orkan M87, jusqu'alors déployée dans le secteur de Knin, de prendre position à Vojnić, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Zagreb, à 14 h au plus tard. La Chambre de première instance décrira brièvement par la suite les caractéristiques du lance-roquette Orkan M87. Le 1er mai 1995, lors d'une réunion à laquelle assistait, entre autres, Milan Martić, en tant que président de la RSK, Milan Čeleketic, le Premier ministre, ainsi que d'autres ministres de la RSK, des solutions pacifiques ont été débattues, notamment la tenue de pourparlers et l'abandon d'une partie de la Slavonie occidentale. Des solutions non pacifiques ont également été évoquées. Il ressort des preuves produites que ni Milan Martić ni Milan Čeleketic n'étaient favorables à une solution pacifique. Le 2 mai 1995, en milieu de matinée, sans avertissement préalable, plusieurs roquettes Orkan ont frappé Zagreb en divers endroits, dont la place principale, plusieurs rues commerçantes, une école, le village de Plešo, près de l'aéroport de Zagreb, ainsi que l'aéroport lui-même. 5 personnes, toutes des civils, ont été tuées lors de ces attaques, et au moins 160 ont été grièvement blessées. Nombre de ces victimes souffrent encore aujourd'hui des blessures qu'elles ont subies. Le 3 mai 1995, vers midi, Zagreb a de nouveau été bombardé par des roquettes Orkan. Ce jour-là, le théâtre national croate, situé sur la place du maréchal Tito, un hôpital pour enfants et une autre place ont été touchés. Ces attaques ont fait 2 morts et 54 blessés. Nombre de ces victimes souffrent encore aujourd'hui des blessures qu'elles ont subies. De nombreux éléments montrent que Milan Martić avait envisagé d'attaquer Zagreb avant le 2 mai 1995. Dès 1992 et 1993, Milan Martić, alors ministre de l'Intérieur, avait envisagé une attaque contre Zagreb en réponse aux attaques menées par les Croates contre des villes en RSK, allant jusqu'à déclarer, je cite, « Tudjman et ses soldats feraient mieux de ne plus s'en prendre à nous, car nous serions alors obligés de prendre avec détermination la direction de Zagreb et d'y faire la même chose qu'à Vukovar. » Fin de citation. En juin 1993,
Milan Martić a informé Slobodan Milošević que le système de roquettes Luna P-65 avait été réinstallé dans les secteurs de Banija et Kordun, afin de lancer éventuellement des attaques contre Zagreb si des villes en RSK venaient à être attaquées. Le 24 octobre 1994, lors d'une rencontre avec Peter Galbraith, l'ambassadeur des États-Unis en Croatie, Milan Martić, devenu président de la RSK, a menacé de bombarder Zagreb et déclaré que la RSK pouvait viser des objectifs civils à Zagreb et attaquer la ville elle-même en cas d'attaque menée par les Croates. L'ambassadeur Galbraith a informé Milan Martić qu'une attaque contre Zagreb constituerait un crime. En février 1995, alors qu'il s'adressait au commandant de l'armée de la RSK, Milan Martić a déclaré haut et fort, je cite, « Personne ne peut nous empêcher de tirer sur Zagreb, Osijek, Vinkovci, Zadar, Karlovac ou Split. » Fin de citation. Le 3 mai 1995, au deuxième jour des attaques contre Zagreb, Milan Martić a déclaré, je cite de nouveau, « En réponse à ce que Tudjman vous a fait ici, nous avons bombardé toutes leurs villes, Sisak plusieurs fois et Karlovac, ainsi que Zagreb hier et aujourd'hui. Nous l'avons fait pour vous. Aujourd'hui, nous leur avons lancé un ultimatum en précisant que s'ils continuaient à attaquer nos forces assiégées, nous continuerions à attaquer Zagreb et à détruire leur ville. » Fin de citation. Dans plusieurs déclarations qu'il a faites aux médias, Milan Martić a reconnu avoir ordonné les attaques. Ainsi, dans une interview radiodiffusée le 5 mai 1995, il a déclaré, je cite, « Cet ordre, c'est moi, personnellement, qui l'ai donné. Pour répondre à Franjo Tudjman et à son état-major, suite à l'ordre donné par celui-ci de lancer une agression contre la Slavonie occidentale. » Fin de citation. Le même jour, lors d'une rencontre avec l'envoyé spécial des Nations Unies, Yasushi Akashi, et en réponse à ce dernier qui condamnait les attaques, Milan Martić a déclaré, je cite, « Si je n'avais pas ordonné les attaques à la roquette, ils auraient continué à bombarder nos villes. » Milan Martić a ensuite menacé de reprendre les attaques si les exigences posées n'étaient pas satisfaites, évoquant, je cite, « des attaques à la roquette massives contre Zagreb qui feraient 100 000 morts. » Je cite. Fin de citation. Ça reprend l'interprète. La Chambre de première instance va maintenant s'intéresser aux lance-roquettes multiples Orkan M87. Il s'agit d'un système pouvant lancer des roquettes non guidées, essentiellement utilisées contre des soldats et des véhicules blindés. Il a été établi que chaque roquette tirée sur Zagreb les 2 et 3 mai 1995 emportait une charge explosive de 288 projectiles secondaires ou bombettes.
Celles-ci sont éjectées à une hauteur de 1000 mètres au-dessus de la zone ciblée. Au moment de l'impact, chaque bombette explose et libère 420 billes d'acier qui se dispersent chacune dans un rayon de 10 mètres. Chaque roquette libère donc quelques 120 000 billes. Si les tirs sont effectués à une distance de 50 km, soit la portée maximale du lance-roquette, la marge d'erreur est d'1 km dans toutes les directions. Il est avéré que les 2 et 3 mai 1995, le lance-roquette Orkan M87 a tiré depuis le secteur de Voynich, près de Slavskopolie, à la distance maximale de la cible. Il ressort des éléments de preuve présentés qu'en raison des caractéristiques de l'arme et de la distance de tir, le lance-roquette Orkan M87 était incapable d'atteindre des cibles précises. Pour ces raisons, la Chambre de première instance estime que le lance-roquette Orkan M87 est une arme d'emploi aveugle, dont l'utilisation contre des zones civiles à forte densité de population, comme Zagreb, occasionne nécessairement des pertes importantes. La défense a excipé de la présence de cibles militaires à Zagreb au moment des attaques menées les 2 et 3 mai 1995, citant notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, l'aéroport de Zagreb et le palais présidentiel. Compte tenu des caractéristiques du lance-roquette Orkan M87, la Chambre de première instance estime que la question de savoir s'il y avait ou non des cibles militaires n'a aucune importance et rejette en conséquence les arguments avancés par la défense sur ce point. Le 2 mai 1995, les responsables des attaques savaient quelles étaient les conséquences de l'utilisation du lance-roquette Orkan M87 contre Zagreb. De surcroît, avant que la décision ne soit prise de lancer de nouveaux tirs sur Zagreb le 3 mai 1995, les conséquences de l'emploi de cette arme aveugle pendant l'attaque contre Zagreb étaient indéniables, compte tenu des nombreux reportages diffusés à ce sujet le 2 mai 1995. La défense soutient que les attaques contre Zagreb constituaient des représailles légales en droit international coutumier et fait valoir qu'elle visait à mettre un terme aux violations du droit international humanitaire commises par l'armée et les forces de police croates, notamment durant l'opération Éclair. Une opération qui, selon la défense, a été conduite en violation du cessez-le-feu et au mépris des normes du droit international humanitaire. En droit des conflits armés, l'expression « représailles en temps de guerre » s'entend d'actes qui, bien qu'ils soient habituellement jugés illicites, sont rendus licites par le fait qu'ils sont commis en réponse à une violation des règles de droit applicables par l'un des belligérants. Les représailles constituent des mesures radicales et exceptionnelles dont l'application est subordonnée à des conditions rigoureuses bien établies en droit coutumier. Les représailles ne peuvent être utilisées qu'en dernière extrémité, lorsque tous les autres moyens se sont avérés inefficaces. Elles ne peuvent être exercées que si un avertissement officiel préalable n'est pas parvenu à faire cesser la conduite de l'adversaire. La décision de les mettre en œuvre ne peut être prise
que par les plus hautes autorités politiques ou militaires. Par ailleurs, les représailles doivent être à la mesure des violations auxquelles elles répondent et doivent cesser dès qu'elles ont atteint leur but. Enfin, les actes de représailles doivent respecter les lois de l'humanité et les exigences de la conscience publique. La Chambre de première instance interprète cette condition comme signifiant que les représailles doivent respecter dans la mesure du possible le principe de la protection des civils lors des conflits armés et l'interdiction générale de prendre des civils pour cible. Contrairement à ce qu'affirme la défense, la Chambre de première instance estime que les preuves ne permettent pas de conclure que les représailles exercées étaient légales. Tout d'abord, à supposer même que la Chambre conclue que les forces croates se sont rendues coupables de violations graves du droit international humanitaire durant l'opération Éclair, il ressort des preuves rapportées en l'espèce que le bombardement n'était pas une mesure prise en dernière extrémité, après que tous les autres moyens eurent été épuisés. En effet, il a été établi que des négociations de paix étaient en cours au moment de l'opération Éclair et qu'elles ont pris fin le 3 mai 1995. De plus, les attaques n'ont été précédées d'aucun avertissement officiel indiquant que des représailles seraient exercées en réaction aux violations qui auraient été commises durant l'opération Éclair. La Chambre de première instance ne saurait donc qualifier le bombardement de Zagreb de représailles légales. Partant, les arguments avancés par la défense sur ce point sont rejetés. La Chambre de première instance estime que Milan Martić doit être tenu responsable des attaques menées contre Zagreb les 2 et 3 mai 1995 pour les avoir ordonnées au sens de l'article 7.1 du statut. Les autres modes de participation visés à l'article 7.1 n'ont donc pas été analysés. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre de première instance a examiné les nombreux éléments de preuve indiquant que Milan Martić envisageait dès 1992 d'attaquer Zagreb en réponse aux attaques croates menées contre la RSK. La Chambre de première instance a également pris en compte le fait que Milan Martić a reconnu maintes fois dans les médias avoir ordonné les attaques, et le fait que ni lui, ni Milan Čeleketic n'étaient favorables à un règlement pacifique de la situation provoquée par l'opération Éclair. Milan Martić était également présent lorsque Milan Čeleketic a ordonné le bombardement de Sisak. Au vu de l'ensemble des éléments de preuve, la Chambre de première instance conclut que Milan Martić a pris part, dès le début, à la riposte militaire de la RSK à l'opération Éclair. La Chambre de première instance a examiné les éléments montrant que la constitution de la RSK prévoyait que le président dirige l'armée de la RSK en temps de paix comme en temps de guerre, conformément à la Constitution et aux décisions prises par le Conseil suprême de la Défense. En conséquence, la décision de bombarder Zagreb aurait dû être prise de manière collégiale par le dit Conseil. Toutefois, il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que Milan Martić et Milan Čeleketic n'avaient pas consulté celui-ci. La Chambre de première instance a pris en compte à cet égard le témoignage de Rade Racheta, chef de la sécurité de l'état-major principal de l'armée de la RSK, qui a déclaré que les attaques menées contre Zagreb les 2 et 3 mai 1995 avaient été décidées non pas par le Conseil suprême de la Défense, mais par Milan Čeleketic et Milan Martić.
ce que viennent confirmer d'autres éléments de preuve présentés en l'espèce. Au vu de l'ensemble des éléments de preuve, la Chambre de première instance conclut qu'il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que Milan Martić avait ordonné le bombardement de Zagreb les 2 et 3 mai 1995. Nous en venons maintenant à la fixation de la peine. Nombre des crimes établis au procès ont été commis avec une intention discriminatoire, un élément qui, selon la Chambre, doit être pris en considération pour apprécier la gravité du comportement criminel reproché à Milan Martić. Ce dernier a également été reconnu coupable d'expulsion et de transfert forcé. La Chambre de première instance note en particulier que la population non serbe a été victime de crimes systématiques commis sur une grande échelle, et ce, en raison du climat coercitif qui régnait dans la SAO de Krajina et en RSK entre 1991 et 1995. L'ampleur des crimes et leur caractère systématique sont des éléments que la Chambre de première instance juge particulièrement graves. La Chambre de première instance rappelle que les victimes des crimes dont Milan Martić a été reconnu coupable étaient pour la plupart des personnes âgées, des personnes placées en détention et des civils. Le fait que ces groupes étaient particulièrement vulnérables ajoute à la gravité des crimes. La Chambre de première instance rappelle les conséquences des crimes pour les victimes et leurs familles et note que la population croate et le reste de la population non serbe ont été presque entièrement chassés de la région. Les biens de nombreuses victimes ont été pillés et incendiés. La Chambre de première instance rappelle notamment les blessures effroyables et les grandes souffrances infligées aux civils suite aux attaques aveugles contre Zagreb, ordonnées par Milan Martić. Les conséquences et les répercussions à long terme des crimes dont Milan Martić est tenu individuellement pénalement responsable, y compris en tant qu'auteur direct, ajoutent également à leur gravité. S'agissant des circonstances aggravantes, la Chambre de première instance a retenu le fait que Milan Martić était un homme politique très influent et de tout premier plan, qu'il exerçait une autorité absolue sur le MUP et qu'en sa qualité de président, il était le plus haut dirigeant politique de la RSK et en contrôlait les forces armées. La Chambre de première instance estime que, de par les fonctions qu'il occupait, Milan Martić était tenu d'empêcher que des crimes soient commis et de veiller à ce que les droits fondamentaux de tous les habitants des territoires relevant de son autorité soient respectés. Or, il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que Milan Martić a abusé de son pouvoir et que par les efforts incessants et systématiques qu'il a déployés en vue de créer un territoire ethniquement serbe, il a nourri la méfiance et la peur entre les Serbes d'une part et les non-Serbes, notamment les Croates, d'autre part. Enfin, la Chambre de première instance estime que le caractère généralisé des crimes commis sur l'ensemble de la SAO de Krajina et de la RSK pendant plus de 4 ans constitue une circonstance aggravante. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, la Chambre de première instance rappelle qu'à l'été et à l'automne 1991, Milan Martić a donné pour instruction aux personnes chargées de l'aide humanitaire
de réserver le même traitement à tous les réfugiés venant de Dorniš, qu'ils soient croates ou serbes. La Chambre de première instance se souvient également du témoignage de Slobodan Jarčević, selon lequel Milan Martić a, je cite, « montré sa grandeur d'âme » en s'occupant des réfugiés qui arrivaient de Bosnie-Herzégovine en 1994. Et ce, malgré la situation difficile qui régnait en RSK du fait des sanctions imposées par la communauté internationale. La Chambre de première instance considère néanmoins que, quelles que soient les preuves produites concernant les qualités de Milan Martić et l'aide occasionnelle qu'il a fournie à des Croates et à d'autres non-serbes, il n'en reste pas moins que ce dernier, à l'époque des faits, exerçait des fonctions qui lui permettaient et lui faisaient obligation de sanctionner les actes de violence. La Chambre de première instance rappelle qu'elle peut, en l'occurrence, ne pas tenir compte de la bienveillance occasionnelle ou de l'aide limitée fournie par l'accusé. En outre, si la Chambre de première instance a retenu en tant que circonstance atténuante le fait que Milan Martić et sa famille avaient été expulsés et déplacés à la suite de l'opération Tempête, elle n'a accordé à cet élément qu'un poids limité. La Chambre de première instance observe que Milan Martić s'est soustrait à la justice pendant environ 7 ans, alors qu'il savait qu'un acte d'accusation avait été dressé à son encontre. Par conséquent, la Chambre de première instance estime que sa reddition au tribunal en 2002 constitue certes une circonstance atténuante, mais qu'il ne faut lui accorder qu'un poids très limité. La Chambre de première instance a pris en considération tous les points de droit pertinents qui sont exposés en détail dans le jugement écrit. Monsieur Martić, veuillez vous lever. La Chambre de première instance, ayant examiné l'ensemble des éléments de preuve ainsi que les arguments des parties, et se fondant sur les constatations et conclusions exposées dans le jugement, vous déclare Milan Martić non coupable du chef 2, extermination, un crime contre l'humanité. La Chambre de première instance vous déclare Milan Martić coupable, en application de l'article 7.1 du statut, des chefs d'accusation suivants. Chef 1. Persécution, un crime contre l'humanité. Chef 3. Assassinat, un crime contre l'humanité. Chef 4. Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Chef 5. Emprisonnement, un crime contre l'humanité. Chef 6. Torture, un crime contre l'humanité. Chef 7. Acte inhumain, un crime contre l'humanité. Chef 8. Torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Chef 9. Traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Chef 10. Expulsion, un crime contre l'humanité. Chef 11. Transfert forcé, un crime contre l'humanité. Chef 12. Destruction sans motif de village ou dévastation non justifiée par les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Chef 13. Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à l'éducation et à la religion, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Chef 14. Pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre.
Chef 15. Assassinat, un crime contre l'humanité. Chef 17. Acte inhumain, un crime contre l'humanité. Chef 19. Attaque contre des civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance estime que les éléments constitutifs du meurtre et des traitements cruels qui vous sont reprochés respectivement aux chefs 16 et 18 en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre ont été établis. Ces crimes étant englobés dans les attaques contre des civils visées au chef 19, la Chambre de première instance ne vous déclare coupable que des attaques contre des civils. La Chambre de première instance vous condamne à une peine unique de 35 ans d'emprisonnement. En application de l'article 101C du règlement, le temps que vous avez passé en détention préventive jusqu'à la date du présent jugement, soit 1855 jours, sera déduit de la durée totale de la peine. Ainsi que toute période supplémentaire que vous pourriez passer en détention dans l'attente de votre appel. En application de l'article 103C du règlement, vous resterez sous la garde du tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions relatives à votre transfert vers l'État où vous purgerez votre peine. L'audience est levée. All rise. We will wait.